monsieur le directeur. Venez comme si c'est un scandale que vous soyez de faire deux ports en eau profonde. Et comme vous n'avez pas de compagnie maritime. Voilà des métiers et des emplois qui se peuvent acheter. Je ne sais pas combien on peut ça peut se chiffrer. Tout à fait. Oui. C'est un crime. Aujourd'hui, le Cameroun a de prendre sa place, de faire un vrai port à Kribi. Voilà un vrai port. Le port qui veut dû se faire depuis longtemps, dans les années confiées là. Voilà maintenant un port qui commence. Mais, ici encore, ça traîne. Il n'y a pas de compagnie maritime. Mais au moins, il y a ce projet-là. Alors, on va un peu rester. 24 000 hectares, il va concurrencer les grands ports mondiaux asiatiques et européens. C'est-à-dire le port en eau profond de Kribi. Oui, monsieur. Voilà un projet, monsieur. Et il va étendre l'influence comme sur 4 ou 5 ou 6 pays, même pas 7 pays. Du port. Oui, c'est un mastodonte qui arrive. Alors, maintenant, donc, si... Oui. Je prends le cas de la tsunami. La tsunami, si jusqu'ici, je ne sais pas là où elle se trouve. La Société nationale des mines. Oui. C'est également un colosse potentiel, vu le potentiel du sous-sol camerounais, vu ce qu'il y a dans le sous-sol. Non seulement sur le plan, appelons ça politique et historique. La tsunami est venue montrer le souhait du Cameroun d'être un pays souverain en se défaisant de ce qu'on appelait accord de population de 1959, les 11 accords d'ordre qui tuent le Cameroun, qui donnaient le sous-sol du Cameroun et même tout son sol à un pays au colonisateur. La tsunami est un de ces leviers-là de sortie de la colonisation. Alors, vous dites là des choses très sérieuses. Je crois que on va... Mais je veux revenir sur... parce on doit chercher les solutions. On a parlé du secteur informel, mais vous êtes entré dans le fond et vous avez dit qu'en principe, il y a une grande incapacité à créer une masse véritablement d'emplois et de travailleurs avec les potentialités que nous avons. Et qu'il faut une réforme profonde et sérieuse dans ce cadre-là. On revient à vous, allons vers cette transition, pardon, pour revenir à ce studio, et aborder la question de cette réforme avec vous, probablement avec les autres panélistes consultants que nous allons prendre dans l'espace Afrique Soir. A tout de suite, monsieur le président d'honneur, je le rappelle, du syndicat national des transports aériens, si je ne m'abuse. Des travailleurs, ok, justement, parce que nous parlons des travailleurs, donc c'est un grand pan. Des travailleurs du transport aérien. On se retrouve juste derrière cette transition, mais vous restez avec nous. À tout de suite.
retour sur ce plateau, on va aborder, nous avons déjà Calvin Duary qui est en ligne aussi depuis Paris, nous avons Monsieur Yango John qui est le président national du syndicat des travailleurs dans les transports aériens au Cameroun, qui d'ailleurs, ça je dois le dire, vous avez suivi sa démonstration tout à l'heure, il maîtrise la majeure partie des pans du travail au Cameroun. Mais au-delà de la réforme, je veux parler avec vous de la réforme, mais je vous prie de me permettre d'accueillir Calvin Duary. Je lance Calvin Duary sur le travail informel au Cameroun. Lorsqu'on arrive à un chiffre de 80%, de 90% pour certains, du travail informel au Cameroun, qu'est-ce qui justifie cela? Bonsoir Calvin Duary. Est-ce que Calvin Duary est avec nous? Est-ce que Calvin Duary est avec nous? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher. Mais vous êtes noyé dans le ciel de Paris, là. Ah non, du tout. Vraiment, je vous prie de m'en excuser parce que le fait, c'est le son. Vous savez, après le boulot ici, il faut pendant le boulot, on met le téléphone sous vibreur et souvent on s'oublie. Tout à fait. Merci, non. Le téléphone était sous l'eau, je n'ai pas vu le temps. Et voilà. Bon, moi, vous parliez aussi tout à l'heure, comme j'avais enlevé le micro d'abord, Oui. mettre les biens. Donc je ne faisais que parler dans le vide. Vous pouvez dire bonsoir à Yango John qui est à Douala. C'est quelqu'un qui a fait pratiquement le tour du monde. Hein. Il est le président d'honneur du syndicat national des travailleurs des transports aériens au Cameroun. Oui, bonsoir mon cher Yango, bonsoir également à tous nos éditeurs, bonsoir au PDG et bonsoir à tous les éditeurs qui nous suivent. Merci. Alors, lui, il a parlé tout à l'heure de la grande problématique de la nécessité de reformer l'espace ou le cadre du travail au Cameroun, en partant même du code du travail, du statut du travailleur et des potentialités que le Cameroun a pour justement donner de l'emploi à tout le monde. Il a parlé par exemple d'un mastodone, d'une mastodone autant pour moi, le port en eau profonde de Kribi, qui est là, mais il n'y a pas une entreprise maritime pour pouvoir gérer et multiplier les emplois. Il a même parlé un peu plus haut du chantier naval industriel qui a disparu. Mais je voudrais avec vous aborder, parce qu'il va revenir sur la nécessité de la réforme, peut-être vous direz quelque chose, je vais aborder avec vous la problématique du secteur informel qui a 80 et à 90% au Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier cela dans un pays comme le Cameroun? Oui, mon cher, vous savez, au Cameroun, le travail est informel. Depuis l'indépendance, non mais peut-être même avant, s'impose toujours comme une réalité sociale et économique qui est omniprésente. Voilà. Cette situation trouve ses racines déjà dans plusieurs facteurs profondément impliqués. Il y a tout d'abord, vous voyez, la faiblesse même du secteur formel, qui est incapable d'absorber la masse grandissante des demandeurs d'emploi, Oui. et qui pousse alors de nombreux Camerounais à chercher des moyens de subsistance en dehors des circuits officiels. Je me souvenais de sortir un livre que j'ai sous mes yeux, même là, qui parlait de la formation professionnelle. Peut-être qui critique l'Afrique moderne. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez comment j'ai développé vraiment un peu les problèmes de lourdeur administrative. Peut-être des fiscalités jugées excessives qui est complexe également, qui complexifie des procédures de création d'entreprises et qui décourage de nombreuses entreprises d'entrepreneurs d'évoluer dans le cadre légal. Donc, on préfère opérer dans l'ombre, évitant ici des impôts et charges sociales, bien que cela déprive des protections juridiques et sociales.
avons grandi comme le cas à Bassi, on voyait la maman qui se met devant la porte pour faire des prunes. Pour faire des prunes avec des plantains, c'est déjà Tout à fait. un travail informel. Tout à fait. Vous voyez les vendeurs les vendeurs à la cuillère, les vendeurs à la sonnette. Ouais, ça c'est toujours un travail qui nécessite par exemple une formation et entrer dans un cadre légal. Par exemple, si 10 vendeurs dans la sonnette étaient bien formés, ils pouvaient créer un supermarché Oui. qui permet à ce qu'il y ait une attraction de la clientèle vers cet endroit qui deviendra donc aussi un point économique. Donc il y a aussi les insuffisances, n'est-ce pas, dans le contrôle de l'État. Le manque d'inspection du travail et l'inefficacité de certaines politiques publiques, cela contribue à laisser aussi prospérer ce secteur en marge du cadre légal. Ouais. Bon, il y a, je peux dire aussi au domaine de l'informalité. Le Cameroun est à la fois un secteur de faiblesse structurelle de l'économie. Et voilà, bon, maintenant, les réponses dramatiques, peut-être, ça viendra des citoyens contraints au quotidien. Tout ça, ce qui fait que à 80%, par exemple, comme vous l'avez dit, c'est passé 70%, vous parliez tout à l'heure, la population qui travaille dans le secteur informel, ce qui en fait c'est un pilier majeur de l'économie nationale qu'il faudrait faire tout pour intégrer d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est un fait il y a dominant dans le commerce ambulant, dans la nourriture de subsistance, dans les transports urbains, comme les motos taxis, ça rentre toujours dans ce cadre-là. L'artisanat, les petits services comme les coiffures, les mécaniques, les restaurants, restauration des rues, ça c'est le travail informel. Donc bon, le facteur explicatif, comme vous l'avez, qu'est-ce qui explique? C'est le chômage, la pauvreté, l'urbanisation rapide aussi. Parce que vous voyez que quand je vais au Cameroun ou à Yaoundé, voilà, je suis surpris que les endroits comme Bousso que je connais, on voyait des singes sauter des arbres partout, c'est des maisons à perte de vue. À Biémassina, il n'y a pas longtemps, c'était des forêts, moi je l'ai vu, mais partout. Maintenant, ouais, c'est des... Donc, il y a aussi l'urbanisation rapide, bon, et puis maintenant, voilà, qui entraîne tout ça. Non, mais c'est quelque chose qui en soi, qui est un avantage, parce que ça permet une certaine indépendance, un accès rapide au stade revenu subsistant d'abord, et un faible coût d'entrée qui caractérise bon, pour imaginer un peu si les gens, il n'y avait pas eu cette flexibilité, cette masse-là, c'est ça que Karma s'appelait souvent l'armée des réserves. Il faudrait que si c'est maintenant, c'est l'explosion totale. Merci pour cette analyse qui quelque part rejoint le bout de la nécessité de la réforme. Monsieur Yangojon, vous êtes retrouvé dans cette analyse avec le fait que il y a nécessité de la réforme ou urgente d'une réforme du cadre du travail, du code du travail, des moyens de travail, des potentialités de travail, de la matière même du travail. Vous avez parlé de la sonamine tout à l'heure, des structures qui sont là. Alors pour vous, quel sens ou alors quelle orientation donner à une pareille réforme? Tout à fait. Ils ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés. Il y a des zones de souveraineté qui s'agit de bien. Tous les pays en Europe. Tous les pays en Europe. Oui. Oui.
L'application, tout à fait. Je peux vous dire que si le Cameroun se met à réformer, notamment, je parle de réforme notamment dans le code du travail, Oui. par exemple, Oui. et totalement obsolète par rapport à l'évolution du monde. Le code du Cameroun ne correspond plus à rien. Il est à reprendre à zéro. Et il faut sécuriser le travailleur. Parce que les gens souvent s'exilent parce qu'ils savent que le travail est reconnu et le travailleur est protégé en quelque sorte. Tout à fait. Alors, quand vous prenez un petit pays comme le Cameroun, petit pays économiquement, une très faible main-d'œuvre formelle, avec une quinzaine de conférences de confédérations syndicales, vous comprenez déjà que c'est ridicule. En fait, il y en a là beaucoup qui ne travaillent même pas. Qui sont ce qu'on appelle en anglais yellow trade unions, les syndicats jaunes. Oui. Il n'existe que sur papier. Alors quand vous avez comme ça utilisé le syndicat jaune, comprenez que vous n'avez pas de travailleurs. Et les gens vont fuir, et ceux qui sont à la maison, chaud. Donc les réformes, on sait dans quel cas, on sait comment les... Il peut que le secteur, le côté refaire les entreprises, relancer les entreprises qui existent. Je prends le cas de Cameroun. Oui. Je prends le cas de Tsunami. Oui. Je prends le cas de Châteauroux. Je prends le cas de mon domaine de secteur. Recréer quelque chose comme Cameroun. Relancer monter enfin créer le transport fluvial. Vous vous dites que le transport fluvial au Cameroun n'existe pas. Oui, vous avez parlé d'une entreprise maritime. Vous avez un réseau routier obsolète créé par le colon pour empêcher votre démolition. Et alors, par exemple, si vous avez un réseau fluvial qui peut permettre de stimuler vos réseaux routiers inexistants. Comme maintenant, toute la corruption où on met 10 ans pour faire 40 km. Avec le budget qui sort, je ne connais pas le cas de mon village, pour le Koubayabassi, qui ça fait 8 ans pour faire 40 km, et ce n'est même pas à 10%. Donc quand vous prenez aussi ça là, ça devient encore autre chose. Donc, il y a donc ce secteur, il y a les réformes pour reprendre le code, il faut le tenir. Oui. Les réformes vont reprendre le traitement des affaires du travail dans les tribunaux. C'est une sorte de tribunaux des salariés. Vous n'allez pas mélanger quelqu'un qui cherche de l'argent pour nourrir sa famille. Vous voyez, vous mélangez son affaire avec les affaires de divorce, avec une affaire de succession. Vous l'avez déjà dit, oui. Oui, c'est-à-dire cette confusion dans les juridictions. Oui, vous ne pouvez pas. Donc, celui qui se trouve dans la situation, je vais vous dire qu'il y en a qui sont partis au Canada. On a pas leurs affaires ici dans le tribunal. Après 5 ans, il a c'est parti pour que sa famille lui trouve dans un Canada. Combien sont allés en Europe en laissant leurs affaires dans les tribunaux, ici mais ici. Et après qui doit durer 3 mois maximum, va durer 5 ans, 10 ans. Donc cette réforme est nécessaire pour redonner confiance aux travailleurs camerounais. Merci. Alors, on va à refaire. On va revenir à vous. Vous restez avec nous parce que il y a pratiquement une situation à Douala qu'on va examiner avec vous. Mais vous me permettez aussi d'accueillir Samuel Dionedor Yumbi qui nous a rejoint. Vous pouvez lui dire bonsoir si vous le voulez. Mais je l'accueille d'abord. Samuel, bonsoir. Bonsoir, monsieur bonsoir les panélistes et bonsoir. Alors merci de nous rejoindre. Ben Jonas qui vient aussi de nous rejoindre là. Alors je vous propose parce que Samuel Dionedor Yumbi voudrait tabler sur ce phénomène de la succession du pape. Il y a le phénomène Sarah, le cardinal Sarah de Guinée, qui est en réalité en train de retenir les attentions. Je crois que depuis Paris,
Calvin Duary va aussi dire quelque chose. Je ne sais pas si le président Yango John va dire quelque chose. Alors, on va d'abord évacuer cette affaire du travail. Et nous allons aussi voir cette géopolitique et cette politique qui a voulu se jouer sur le terrain des obsèques du pape François. Commençons par évacuer définitivement cette affaire du travail. Alors, Monsieur Yango John, après avoir dit, Samuel Dionodo Yumbi, vous avez quelque chose à dire sur la situation des travailleurs au Cameroun? Samuel, bonsoir. Ouro, bonsoir. Est-ce que... Oui, vous êtes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne. Je vous suis très bien. Tout ce que je pourrais dire, comme le compatriote le disait, il y a eu une réforme du travail qui a été faite, mais pas suffisante, parce qu'aujourd'hui, le travail et la mondialisation est devenu, le monde du travail est devenu très mondial. Donc, ce qui fait que vous avez un retard au niveau de l'Afrique et en particulier au Cameroun dans cette réforme du travail au niveau de l'Europe. On ne sait pas pourquoi nous sommes retardés à ce niveau parce que c'est peut-être sur la complicité à l'interne, parce que quand vous prenez les syndicalistes qui ne font plus leur travail, les syndicalistes aujourd'hui sont devenus la bureaucratie. Quand les syndicalistes étaient normalement faits pour pouvoir défendre le droit des travailleurs. Et comme un autre point, comme le frère, il y a le frère qui vient de partir disait au niveau de la justice du travail. Nous savons qu'il y a vraiment une liste qui est faite, même en Occident, pour les travailleurs. Il n'est pas parti, il est toujours là. Pardon? Je disais qu'il n'est pas parti, il est toujours là. Et Yango John est là. Établir pour les travailleurs les conflits dans la société, les conflits entre les employés et les employeurs pour pouvoir faciliter et donner raison et faire évoluer le monde du travail. Parce que le monde du travail, c'est une main-d'œuvre qui est tellement respectée parce que c'est elle qui fait tourner l'économie d'une nation. Mais par contre, ici au Cameroun, quand vous allez voir, nous pouvons tout simplement dire que ça évolue, mais ça n'évolue pas comme ça se devait. C'est tout ce que moi je pourrais dire et intégrer tout simplement le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de remettre sur la table pour pouvoir adapter le travail au Cameroun, même chose comme en Europe pour pouvoir mettre le Cameroun au milieu des pays nations moderne pour ce qui concerne le cadre du travail. Merci à vous. Ben Jonas vient de nous rejoindre. Ben, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hubert. Alors, vous êtes avec nous. On est en train de partir de ce cadre du travail, mais c'est une question qu'on va aborder tout au long de cette semaine jusqu'au 1er mai prochain, parce qu'en principe, nous avons posé la problématique de la création des emplois au Cameroun, en fait, de la réforme du secteur du travail avec toutes les capacités que le Cameroun a. On a examiné tout à l'heure avec Calvin Duary la réalité du secteur informel. Il a donné ses raisons. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fait, quel est le problème épineux qu'il y a au Cameroun pour qu'on en arrive à ne pas créer assez d'emplois alors qu'il y a de la matière, alors qu'il y a des ressources, alors qu'il y a de la crème intellectuelle même. Monsieur Yango venait de le dire, les fonctionnaires camerounais sont vraiment des fonctionnaires futés quand vous les voyez travailler, mais en réalité dans la pratique ça traîne. Qu'est-ce qui fait problème dans le secteur du travail? Merci monsieur Hubert de relancer cette question. Bonsoir aux panélistes. Je pense que la question du travail au Cameroun, il faut déjà la scinder en 3 niveaux. Oui. Le premier niveau concerne le secteur purement public, c'est-à-dire nos différentes administrations. Oui. Le second niveau concerne les administrations parapubliques. Et
enfin, nous avons les administrations privées. Si on peut aussi, on doit les intégrer dans cette analyse. Tout à fait. Alors, lorsqu'on rentre dans cette dynamique, on va se rendre compte du privé au parapublic. Les travailleurs sont assez encadrés. C'est-à-dire que la législation est assez respectée. Il y a un certain standard sur le plan salarial qui est un peu respecté. Oui. L'épineux problème, justement, se situe au niveau de nos administrations publiques. Alors, j'ai changé il y a de cela 2 jours avec un fonctionnaire au ministère des Marchés publics qui me disait qu'ils sont dans un système de non-initiative, c'est-à-dire que c'est la routine. On est habitué à lever la photocopieuse le matin et la baisser le soir, ainsi de suite. L'environnement ne permet pas justement aux travailleurs de créer. Et lorsqu'on est dans un contexte où on ne peut pas créer, on ne peut pas innover, on ne peut pas avancer, on ne peut pas évoluer. Et la création d'emplois, ce qui fait problème à la création d'emplois, c'est qu'on est toujours dans les effets d'annonce. On attend que les grands projets arrivent pour qu'on dise que bon, tel projet va employer 10 000 Camerounais, les 10 000 Camerounais déjà qu'on a pas sur les statistiques et on sait les conditions de vie dans ces différents projets-là. Mais on néglige un secteur qui est assez porteur pour rejoindre M. Yumbi sur le fait que les Camerounais, au-delà de ce qu'on peut penser, ils ont la matière grise. On devrait aujourd'hui institutionnaliser le secteur informel de telle sorte que ces différents acteurs, ces différentes matières grises puissent permettre à l'économie du travail d'évoluer, de se rénover, de se renouveler et de se transformer. Mais on ne le fait pas. On va prendre un cas banal comme l'avenue Kennedy avec tous ces experts qu'il y en a à l'intérieur. Par exemple. Mais qu'est-ce que l'État justement fait pour employer ces gens-là? Donc aujourd'hui, on est en face d'un système qui doit se renouveler, qui a besoin de souffle, mais qui doit tendre la main à l'extérieur. Parce qu'au fait, on ne peut pas tout retrouver dans une seule maison pour parler de manière triviale. Il faudrait que l'État aille vers ce genre-là, vers ces différentes compétences, que ce soit sur le plan national comme à l'extérieur, parce qu'il y en a qui sont très nombreux à l'extérieur, qui n'attendent que certaines facilités soient accordées ou attribuées, ou que certains verrous soient levés pour que les choses avancent. Donc je pense que l'État a sa part de responsabilité déjà sur la manière de traiter justement ces différents travailleurs. Si on prend par exemple au Cameroun, M. Hubert, c'est un véritable problème lorsqu'on sait que le loyer à Yaoundé c'est devenu autre chose. L'électricité n'en parlons plus, les écoles, les pensions sont devenues. L'eau et autres. Dans les écoles, vous avez trouvé la fête de Cécile, la fête de cela, il faut que le parent assure tout cela. Est-ce que vraiment il ne faut pas revoir justement ce traitement salarial qui permet aux différents acteurs du monde du travail d'innover, de donner le meilleur d'eux pour un rendement qui est juste équitable sur le plan du partage justement des revenus. Parce que lorsqu'on travaille, on s'attend à ce que les récompenses nous accompagnent, nous soutiennent, nous motivent, ainsi de suite. Il y a donc une motivation aujourd'hui du travail de la part de ceux qui sont responsables de la chaîne. Il faut qu'on remotive l'employé. On lui donne aussi une marge de manœuvre pour pouvoir innover, pour qu'il soit à la hauteur du plan d'initiative et qu'il puisse permettre justement à son domaine d'activité de progresser. Merci à vous tous. Je crois que vous avez déjà versé sur la table là des éléments qui nous permettent de... Oui, Calvin Duary depuis Paris. Allons-y. Oui, très rapidement. C'est pour ajouter un peu quelque chose qui me semble très important. Parce que là, pour parler, je disais tout à l'heure que le secteur informel, il disait que ça peut être que c'est dangereux, c'est dangereux, et puis ferme la fenêtre. Mais ce que moi je voulais dire, que nous en première vue, on essaie de tenter de considérer le secteur informel comme une menace pour l'économie camerounaise. Pourtant, si on regarde plus attentivement, il n'était pas. Ce n'est pas un danger. Bien au contraire, il constitue une réponse, n'est-ce pas, pragmatique à des réalités socio-économiques profondes et parfois un véritable tournant économique. Parce que le secteur informel est une source d'emploi massif dans tous les pays où le chômage officiel reste élevé et où le secteur informel ne peut absorber toute la main-d'œuvre disponible. L'informel offre une alternative.
l'explosion sociale d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une armée de réserve de l'attention en fournissant un peu du travail à 5 millions, n'est-ce pas, d'Africains. Moi, pas seulement Camerounais, parce que moi j'ai fait 8 pays africains, j'ai visité un secteur vraiment très enveloppé. Mais sauf que Calvin, je vous rends, sauf que le problème ici, c'est le problème d'encadrement. Vous savez aussi que dans ce secteur informel-là, je ne vous le fais pas dire, vous avez pris les exemples que j'ai pris tout à l'heure avant que vous veniez sur le plateau en faisant mes analyses et commentaires, que cette maman qui brûle sa prune et le maïs là en bordure de route avec c'est peut-être 5 000 francs. Aujourd'hui elle est là, demain elle est là. Quand elle est frappée par une maladie, c'est parti. C'est-à-dire qu'en passant devant elle, l'industriel qui constate, qui la voit, peut ne pas transformer son travail, mais aller innover dans ce qu'il est en train de faire déjà. Donc, quelque part, elle joue un rôle social fondamental parce qu'elle est une lecture de la vie. Si dans une rue, on voit immédiatement des vendeurs de soya alignés sur cette rue-là, oui. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il y a quelqu'un qui va aller créer un très grand restaurant pour qu'il emploie d'autres vendeurs de soya parce qu'il va savoir que c'est un lieu d'attraction. Il y a des gens qui aiment le soya. Il va créer dans toute la ville, dans des certains points. Calvin Duhari. Sauf que l'avenue Kennedy, comme l'a dit Ben Jonas, existe depuis. Il n'y a pas. Il a dit que ceux qui sont là-bas sont toujours. J'ai visité cette avenue cette semaine. La semaine dernière, je devrais dire. Ils sont toujours là-bas installés. Hein, et personne ne pense à capable de transformer cette dynamique spontanée en une force économique organisée et bénéfique pour tous. Tout à fait. Le secteur informel est un socle vivant sur lequel il est possible de bâtir une économie plus résiliente et plus équitable. Merci donc à vous. Et on va quitter ce secteur du travail. Je ne sais pas. Et Yango John, est-ce qu'il est encore avec nous? Président Yango John, président du syndicat des transporteurs, du syndicat des travailleurs du secteur des transports aériens. Est-ce qu'il est avec nous? Non. On va donc aller vers ce phénomène Sarah. C'est notre dernière articulation ce soir. Samuel Djebedon Yumbi, je crois qu'avec la complicité de la régie, on va revenir sur ce phénomène Sarah. Samuel Djebedon Yumbi, est-ce que vous, qui avez parcouru cette affaire du phénomène Sarah, vous pensez qu'on peut arriver à un pape africain? Je pose la question comme ça. Oui, monsieur Ahmed, vous savez qu'aujourd'hui, le monde évolue et le monde est devenu un peu entier, mais un monde multipolaire, où les intérêts des uns et des autres sont pris en compte. Donc, les intérêts africains sont pris aujourd'hui en compte. Aujourd'hui, le phénomène Sarah arrive dans ce nouveau monde multipolaire pour pouvoir faire refléter la place africaine. Quand on essaie de faire des coupages sur le christianisme, le catholicisme, vous voyez que l'Afrique, avec sa population, regorge plus de pratiquants chrétiens par rapport à l'Europe et à l'Asie. Donc, il est tout
tout à fait normal que dans ce phénomène, Sarah, s'ajoute aussi le phénomène Pardon. de la Bible, telle qu'elle est écrite, telle que nous l'apprenons. Donc il y a ce phénomène maintenant qui est un enjeu social, religieux, politique qui s'ajoute. Et que quand nous connaissons que monsieur le cardinal Sarah a été celui-là qui a fait un bras de fer pour une fois, pour être resté, d'avoir été radical face aux ouvertures que le pape François, qui est décédé, le pape François, a vu, le pape François, tout le monde a vu comment un cardinal pouvait dire à sa hiérarchie, je ne suis pas d'accord avec toi parce que vous êtes en train de sortir hors de la Bible. Et la Bible n'a pas dit ceci, et vous venez maintenant pour l'amour, soi-disant, des personnes vulnérables, ce que la Bible plutôt condamne, moi je reste radical. Et nous voyons l'enjeu aujourd'hui dans les églises conservatrices au niveau des États-Unis, au niveau de l'église anglicane au Royaume-Uni. Oui. Et maintenant, la conception africaine sur la Bible qui est une conception radicale et très conservatrice. Donc avec cette population, nous pensons que l'enjeu est en train de se faire et ne soyons pas surpris si la fumée blanche déclarait le pape Sarah, le futur pape, ça ne sera que une très bonne chose pour pouvoir quelque part démontrer que dans la mondialisation, il y a la majorité peut gagner. Parce qu'auparavant, vous vous rendez compte qu'il y avait une minorité des papes sortant de l'Europe. L'Europe qui n'avait qu'une minorité des cardinaux qui se retrouvaient toujours élus. Mais aujourd'hui, tel que le pape l'a fait, c'est comme si c'est le pape François avant de partir, de pouvoir nommer plus de 180 cardinaux. Oui. Ça ramène à démontrer que les 134 qui vont voter seront tous d'une majorité ouverte sur le christianisme de demain, sur la place d'un pape de demain. Ah, merci. Ça... Serons-nous avoir un pape ouvert ou un pape qui va donner la doctrine de la Bible comme non à l'avortement, comme les États-Unis le pratiquent, comme l'Angleterre et nous avons eu la coïncidence de M. Donald Trump qui est arrivé pour son lobby pour dire nous voulons un pape conservateur et M. Sarah parlait celui-là. L'Afrique veut un pape qui va respecter la place de la famille. Donc quelque part, vous voyez que et l'Afrique et les États-Unis, nous sommes déjà ensemble pour pouvoir combattre maintenant l'Asie qui va s'ajouter avec les États-Unis et l'Afrique. Donc le phénomène Sarah au niveau de l'Europe sera vraiment très de l'Afrique et de l'Asie. Nous pouvons gagner sur le phénomène Sarah pour vraiment Merci à vous, Samuel Djodoboyondi. Alors, Calvin Diori, on va vers la fin justement de ce programme. Mais vous êtes en Europe, vous avez vécu en Italie. D'ailleurs, Samuel aussi a vécu en Italie. Vous avez vécu justement les obsèques du pape. Est-ce qu'on peut arriver à un pape africain? Calvin Diori?
à vous. Bon, maintenant vous causez, on dit théologiquement c'est toujours possible. Parce que l'élection du pape noir peut rencontrer des obstacles majeurs. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a le poids des traditions européennes qui reste très très fort. Depuis des siècles, la papauté est presque exclusivement occupée par les Européens. Cette fois-ci, c'est un Américain, un Sud-Américain qui était là et qui crée. Bon, quand le fait que ça soit toujours un Européen, ça crée un peu de l'inertie difficile à briser. Donc, ensuite, il y a aussi, il ne faut pas oublier que là-dedans, il y a les jeux d'influence, comme disait dans Yumbi, au sein du collège des cardinaux, dominé historiquement par les Européens, tu vois, et par l'Amérique du Nord. Parce que vous avez vu, Donald Trump a donné son avis très certainement, secrètement. Parce que ça tend à privilégier des profils familiers aux sphères non anciennes. Les sphères romaines traditionnelles, anciennes. Donc les préjugés aussi, il y a des préjugés raciaux, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et qui sont discrètes, peuvent également influencer de façon inconsciente certains électeurs attachés à des représentations historiques figées. Donc il faut s'en tenir compte aussi de l'instabilité politique. C'est-à-dire que si dans le pays en question d'origine de quelqu'un, le pays est par exemple en guerre ou bien très divisé fortement, c'est très difficile qu'un pape surgisse là-bas. Bon, mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais évoquer. L'élection d'un pape noir. Moi, je parle maintenant là de façon subjective par rapport à l'expérience que j'ai. Alors peut-être, Calvin Juari, je vous relance. Samuel Dionodo Yumbi a fait une gradation dans ses réflexions. C'est-à-dire, il y a la question peut-être de la couleur ou de la race, mais il y a la question de l'authenticité de l'enseignement ou du message chrétien où François a dévié dernièrement. Il a été vertement repoussé par toutes les congrégations des églises catholiques en Afrique, et notamment de ce pape-là. Donc, on est là dans le problème peut-être de la nécessité de conserver les origines de l'enseignement. On parle de conservateurs, mais on parle aussi d'évolutionnistes. Vous vivez dans un pays où le mariage pour tous a été légalisé, ce qui n'est pas le cas pour certains pays africains et naturellement même de l'Église. J'étais en train de venir sur un point important que je vous avais dit, peut-être avant de répondre sur ce détail-là. Bon, si vous voulez que je réponde directement d'abord à votre question, le problème de l'authenticité du message dans l'élection papale soulève évidemment des interrogations qui font des pertinentes, parce que vous allez vous dire que lorsque le pape François... Vous êtes un peu loin de votre micro parce qu'on vous suit difficilement. Ah oui, d'accord. Est-ce que ça va mieux maintenant là? Oui, là, ça peut aller. Bon, je disais que la question de l'authenticité dont on parle, et que le pape François qui avait commencé à dévier a soulevé des interrogations. Parce que il ne continuait plus dans la voie spirituelle imposée par la tradition. Bon, ce que je voulais attirer votre attention, vous allez voir que quand il a commencé à dévier, les mois d'après, il est tombé malade. Vous voyez un peu? Parce que l'église romaine veut rester enracinée dans sa tradition. Et c'est ça qui ne fait pas de doute que le pape qui sera élu sera celui qui est enraciné profondément. Donc, il n'y aura pas une élection qui est acte de continuité ou de renouvellement spirituel. Parce que l'authenticité du message transmis par les enseignements du passé, comme on dit les orthodoxes, va revenir pour incarner maintenant le message du Christ. Voilà. Bon, il y a eu évidemment une mission qui avait pour moderniser
Mais il faut savoir à Rome, c'est l'élection la plus mystifiée et se déroule souvent quand il s'agit de conclave au Vatican. En 1980, on croit que c'est en 1977 ou 78, quand il y a eu Jean-Paul Ier qui a été élu. Et qui a été pratiquement liquidé après 33 jours. Voilà, il est mort après 33 jours. Vous verrez bien que le chiffre 33 incarne bien très précisément l'âge de Jésus-Christ. Bon, ce n'est donc pas au hasard, c'est significatif, il faut décoder cela. Et maintenant, celui qui est venu après lui est devenu non seulement célèbre, mais il est devenu le saint des saints. Ça veut dire que quelque part, chaque fois que quelque chose est expliqué au Vatican, l'Église elle-même la repart. Donc, il y a si on veut revenir toujours sur notre problème de pape noir, éventuellement on ne peut pas, c'est un pape noir, c'est prévu qu'il y aura un pape noir, quelle que soit la situation qu'on va vouloir pour dévier, là, il y aura ce qu'ils appellent là-bas l'Esprit Saint qui va s'imposer. Ok, merci. On va revenir à vous, hein, parce que vous venez de prononcer le mot Esprit Saint. Alors, Ben Jonas, est-ce que vous êtes avec nous? Ben, bonsoir encore. Je sais qu'à Yaoundé, il y a une pluie torrentielle et que je ne sais pas si Ben est encore avec nous. Ben Jonas? Alors, je le disais tantôt qu'il y a une pluie torrentielle à Yaoundé. Est-ce que Ben est avec nous? Non, Ben n'est pas avec nous. J'ai vu là que Yangodjon est revenu. Est-ce que le président Yangodjon, président d'honneur du Syntac, est-ce que vous avez une lecture, un mot à dire? Je sais que vous êtes tellement traditionnaliste et conservateur que je ne sais pas si vous allez dire un mot sur le prochain pape. On réfléchit là sur le phénomène Sarah, un phénomène africain. Un cardinal qui a dit non à François. Et aujourd'hui, la plupart, certains regards sont portés vers lui. Quelle est votre lecture? Monsieur le directeur, vous dites que je suis le... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. D'accord. Vous dites que je suis un traditionnaliste. Monsieur le directeur, sachez que aujourd'hui, c'est en Afrique qu'on trouve les gens les moins traditionnalistes. Vous comprenez? Oui, on trouve? C'est en Afrique que se trouvent les gens les moins traditionnalistes. Et c'est en Occident et en Asie que se trouvent les plus traditionnalistes. Ah, ok. Il faudra bien un jour que vous et moi, on reparle un peu de ce que sont les traditions. Définition, signification, implication, accomplissement. Ce tableau doit être rempli. Pour vous me poser la question, je vais me plier à la discipline du plateau. Oui. Savoir, merci. C'est le pape, monsieur Bergoglio, qui était le pape, appelé pape pour ne pas être décédé. Est-ce que le pape peut le remplacer? C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire il y a le phénomène Sarah qui se pointe maintenant dans la succession. Je rappelle que Sarah est un évêque, était un cardinal, justement un évêque qui a été sacré évêque à 34 ans. Monsieur le directeur. Oui. Monsieur le directeur. Oui. Les religions sont des enfants directs. Ah, vous continuez. Les religions sont les enfants directs des traditions. Ah, les traditions ok. sont essentiellement locales. Que ce soit des traditions académiques, traditions de métier, traditions scientifiques, traditions spirituelles, tout ce qu'on a appeler les traditions
les religions sont enfants de ces religions qui sont essentiellement locales. Imaginez, vous êtes, je crois, de l'ethnie petit. Moi, je suis de l'ethnie côtière, Sawa, Bassa. Nous avons le mot religion chez nous. On n'a pas attendu le colon pour construire une religion. On n'a pas attendu le colon pour penser Dieu, c'est ça? On n'a pas attendu le colonisateur pour construire une religion. Donc, il y a le mot religion chez nous. Et, comme partout d'ailleurs, la religion est tout simplement un ensemble d'êtres humains des mêmes traditions mis ensemble pour faire deux liens. Le lien horizontal entre les hommes et le lien vertical d'un groupe humain vers le Tout-Puissant, le Créateur. Ce n'est pas différent, mais on peut le dire, à la différence de la vie spirituelle, qui, elle, conserve un humain seul face à son Créateur, un lien vertical. Alors, il y a un cheminement de traditions et de religions qui vont en être. Il est très difficile, ce n'est même pas impossible, que quelqu'un d'étranger à cette tradition vienne être le maître des religions. C'est impossible. Et c'est logique. Il ne viendra jamais à cette personne de vouloir être le pape dans le bouddhisme. Il ne viendra à l'idée que quand Shimo ou rien doit être le pape de l'hindouisme. C'est pour les Indiens qui ont leur dieu hindou. Et ainsi de suite, Confucius, et ainsi de suite. Alors, même si on dit qu'on va prendre un noir pour en faire un pape, ce sera tout simplement une tricherie. Ce sera une tricherie? Une tricherie. Une malice, une de plus de l'Occident. Ah, ok. On a mis un noir président des États-Unis américains, Oui. et qui, je le dis toujours, a été le pire président des Américains pour l'Afrique. Oui. C'était encore une tuerie. Chacun a ses religions et à l'intérieur, attendez, Oui. la tradition des religions n'est pas la seule tradition à l'Occident. Il y a plusieurs autres traditions là-bas. Vous êtes en train de nous dire qu'on a pris un président noir aux États-Unis, on croyait que les Noirs étaient sortis de l'auberge, ça a été le pire président des Noirs. C'est ce qui pourrait être pour le pape noir? Ce sera une tricherie, une autre tricherie. Si la chose ne se fera même pas. Et il est tout à fait normal que ça ne se fasse pas. Et si par extraordinaire ça vient à se faire, attendez-moi une autre tricherie. Monsieur le Président, on n'évolue pas sans cette tradition. Et les religions font partie intégrante de l'évolution dans les traditions. Alors, tout se ramène que je vois que c'est une religion qui est enfant des traditions occidentales, qui est une religion occidentale pour les Occidents. Moi, franchement, je ne sais pas, mais ça me désole encore une fois de plus pour l'Afrique. Ça me désole. Voilà. Merci. Merci pour cette finale-là hein, qui démontre l'universalité des traditions et que la religion, en réalité, elle est intimement liée aux traditions. Ça me rappelle certains cours de sociologie. Je vous dis, chez les Occidentaux, il y a encore là-bas des traditions comme pendant la trame. Vous avez des gens, quel que soit leur grade densité, qui ne pourront jamais atteindre à certains cercles supérieurs de la trame, parce qu'il n'est pas dans cette tradition. Il peut en être membre. Il peut en être sympathisant, mais il ne va jamais atteindre à certains cercles supérieurs, parce qu'il n'est pas issu
de cette tradition. Il en va de même pour la religion dite catholique chrétienne, qui est enfant des traditions de cette communauté-là. Voilà. Merci beaucoup. On fait un dernier tour de table. On commence avec Samuel Dionodor Yumbi, Calvin Diary. Et on va terminer avec vous. Et vous allez nous présenter cette situation à Douala où pratiquement un roi d'un canton a dit non au port autonome de Douala. En fait, pas non au port autonome de Douala, mais non aux responsables du port autonome de Douala sur les démolitions qui étaient un abus, des abus de droit. Samuel Dionodor Yumbi, vous militez pour un monde multipolaire. Et vous pensez donc qu'un pape africain va justement mettre ce monde multipolaire en exergue, c'est ça? C'est tout à fait une évidence que c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai écouté le frère qui vient de partir, la religion s'arrive avec la tradition. Et nous savons qu'il y a eu des guerres d'attente dans le monde, dans l'ancien temps, qui étaient des guerres de tradition. Et aujourd'hui, la tradition, ce sont les conservateurs qui ont fait cette guerre. C'était une vieille guerre. Et aujourd'hui, tout ce que je veux, à la base de quoi je voyais, c'est la civile de frère Sarah, parce que Sarah, aujourd'hui, représente toutes les traditionnalistes qui sont de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe. Surtout, cette Europe ancienne, cette Afrique ancienne, cette Asie ancienne qui garde, qui préserve sa culture. Et nous savons maintenant les religieux maintenant. Les religieux sont là maintenant, qui sont quelque part arrivés sur le fondement même de la lecture de la Bible. Et vous avez maintenant, troisièmement, c'est le catholicisme lui-même. Le catholicisme a une fondation qui est arrivée sur les conservateurs et la tradition. Oui. Pour rendre compte que tout ceci se reflète maintenant en le cardinal Sarah. Donc il ne sera pas impossible que dans tous ces conclaves, que le cardinal Sarah soit tenté de représenter les Asiatiques, les Africains, les Européens dans leur conservatisme, dans leur tradition et dans leur religion. Et ça, s'il pourra mettre ça sur la table, nous pensons que le cardinal Sarah va représenter cet enjeu dans ce nouveau monde multipolaire qui est lancé par le président Donald Trump, qui démontre à tout le monde que nous devons garder la famille. Sans la famille, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qui va venir maintenant, remettre et barrer en brèche la vision catholicisme de Monseigneur du pape François, qui n'était pas cohérente avec la vision du monde. Parce que disons-nous la vérité, M. Vertouni, oui. Les ouvertures qui ont été faites par le pape, je pense que nous sommes 80% de l'humanité disait non. Parce que, vous savez, ce petit monde, ce petit groupuscule, qu'on dit toujours, les maisons closes, voilà, je ne peux pas banquer ça ici, mais quelque part, 60 ou 80% des populations mondiales n'étaient pas d'accord, malgré que le pape a foncé. Et je pense que ce que le frère a encore dit, c'est que Rome, même à Rome, où il y a le Vatican, il y a des évêques, des cardinaux romains qui étaient contre le pape François, mais à son âme. Merci Samuel Dionodor Yumbi. De toutes les manières, on a suivi cela. Il y a eu un nombre pratiquement, je crois, de toutes les conférences épiscopales nationales en Afrique. Au Cameroun, c'est une lettre qui avait été commise. En République démocratique du Congo, partout, il y a eu un nom catégorique et massif. Alors, Calvin Diary, est-ce que l'Europe est en train de trembler dans cette affaire? Ah, oui,
Je ne dis pas que vous êtes européen, mais je pose la question de savoir, parce que là où nous partons, l'Europe a pris des latitudes de fragiliser les fondements de la famille, de légaliser les LGBT, et c'est devenu LGBT+, qui sont pratiquement l'extinction de la race humaine. Est-ce que ce n'est pas l'Europe qui tremble dans cette affaire? Oui, je voulais d'abord dire quelque chose qui est très important par rapport à l'intervention du frère qui a précédé M. Dionedor Yumbi. C'est que déjà... C'est M. Yango John. Habituez-vous à son nom, Yango John. C'est un consultant désormais permanent ici, comme vous, comme Samuel. Ce sont des gens qui en réalité ont des voix qui portent, mais qu'on a essayé de museler et ne pas reconnaître. Ah, ok, d'accord, je comprends, d'accord. Donc, je disais que il a parlé des religions africaines et des religions occidentales. Voilà, c'est qu'il y a une différence à plusieurs niveaux. Parce que je vois, ici, on est souvent, on vit souvent ce débat-là ici, régulièrement, notamment en ce qui concerne, n'est-ce pas, la vision du sacré. Non seulement le sacré, mais leur pratique et leur organisation. Parce que les religions africaines sont, on le sait, polythéistes et animistes. On croit en de nombreuses divinités et en la présence des forces spirituelles dans les éléments naturels. Tandis que normalement, dans les religions occidentales, telles que par exemple le christianisme, le judaïsme et d'autres, sont majoritairement monothéistes, axés sur l'adoration d'un Dieu unique et transcendant. C'est quand chaque fois qu'on utilise des termes dans un débat comme celui-ci, il faut expliquer souvent les tout. Et en plus, le débat est centré sur le fait que un pape noir serait-il possible, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un autre débat aussi. Non, mais un pape, Calvin Djouari, un pape noir qui porte les aspirations du monde, ça c'est la vision de Samuel Dionedor Yumbi, qui porte les aspirations d'au moins 70 ou 80% du monde actuel. C'est-à-dire, il faut enlever le monde de l'extinction de la famille, il faut enlever le monde de ces idéaux d'homosexualité qui sont l'extinction de la race humaine, il faut enlever le monde de cette marchandise, c'est ce que dit Poutine, de la corruption bestiale. Donc, ce pape-là, en réalité, Sarah est l'une des personnes qui porte ces aspirations. C'est que vous savez, il y a une chose, n'est-ce pas? Ce qui est dans la tête d'un pape, vous ne le connaît jamais. Ça, faites très attention parce que le domaine religieux, c'est le domaine où il y a le secret. Le domaine où il y a le secret parce que... il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas. Oui, allez, vas-y, calme. Le domaine religieux, c'est... L'homme religieux, c'est l'homme qui garde le secret de son cœur. Vous voyez que le pape François, moi je dis que j'étais présent le jour qu'il a été sacré. Pape, ce soir-là, j'ai prié avec lui. Dans la prière qu'il a demandé d'abord, avant que je ne bénisse la communauté, faites une prière pour moi. Moi j'étais présent à Rome. Mais moi aussi je peux demander que vous puissiez prier pour moi pour que je prenne mon micro. Je peux aussi demander que vous puissiez prier pour moi pour que je puisse bien parler au micro, mais en réalité, on a vu, il est venu dire qu'on doit bénir les couples homosexuels. Donc, je peux vous dire donc ceci. Lorsqu'il a lancé ce jour-là, je vous dis qu'à Rome a tremblé. Rome a tremblé, c'est la première fois qu'on voyait ça. C'est-à-dire qu'il a incarné ce jour de sa prise. Pas le jour de la prise de François, le jour qu'il a été sacré, c'est une atmosphère spirituelle très intense. Ben, ça veut dire que quand on savait ce qu'il était en réalité, on ne le savait pas. Mais plus tard, petit à petit, bon, moi, il y a des trucs ici que je ne peux pas révéler parce que nous sommes à la radio publiquement, puisque je n'ai pas des preuves pour le révéler. Mais, n'est-ce pas, quand on sommes dans la source des informations, on a beaucoup d'informations, mais qu'on va aussi garder pour nous-mêmes. Donc, moi,
On va sortir par là pour aller vers Yango John. Je ne sais pas, Ben Jonas nous a rejoint. S'il peut dire quelque chose très rapidement. Avec vous, on va sortir par là, par ce dernier développement. Oui, allez-y. Vous étiez en train de dire, hein, que vous étiez à Rome lorsqu'il avait été, justement, il a demandé. On parlait toujours du problème du secret interne pour dire que le nouveau pape doit se débarrasser de ceci ou cela. Mais je dis que c'est que le projet d'un pape, vous ne pouvez pas l'imaginer à l'instant où il prend. Ou à l'instant où on le vote. Comme le président qui par exemple, il y a beaucoup de dictateurs qu'on a élus démocratiquement. Mais qui par la suite se sont revenus dans le totalitarisme intégral. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Il faut remettre toujours à la fois les choses dans la, comment on dit, la main de Dieu. C'est-à-dire que prier pour que Dieu lui donne un bon pape. Ok, prions donc. On va sortir par là. Calvin, je crois que ça c'est le mot de fin. Vous avez déjà tout dit. Prions que Dieu nous donne un bon pape, qu'il soit africain, qu'il soit européen, qu'il soit asiatique, qu'il soit américain. Prions pour que Dieu nous donne un bon pape. Mais en principe, l'on sait déjà que je ne suis pas en train de faire le jugement de Bergoglio. Les morts, quand ils sont morts, on doit les respecter. Mais ce qui est clair, hein, c'est que même les experts au Vatican savent que il défendait ce genre de personnes dont on dénonce. On va certainement y revenir. Ben Jonas, est-ce que vous êtes avec nous? Juste un mot pour aller terminer avec Yango John. On est à la fin de l'émission. Monsieur Hubert tout dit. Oui? Il y a juste un mot que je voudrais rajouter, si vous permettez. Oui, oui, allez-y. Là, Ben n'est pas là. On va prendre Yango John après. En Asie, vous avez Xi Jinping, la Chine, qui est dans une option conservatrice de la famille. Aux États-Unis, vous avez M. Donald Trump, qui est dans une option conservatrice de la famille. Vous avez en Afrique les chefs d'État africains, encore les plus radicaux, qui sont dans une option conservatrice de la famille. Et vous avez maintenant en Europe, ou plus particulièrement en Italie, tous les cardinaux italiens et le peuple italien sont tellement conservateurs dans ce qu'on appelle la famille et respect de la famille que je peux vous dire, toutes les églises pendant les 13 ans de la durée du pape François, les trois premières années, elles étaient bonnes, mais les 10 dernières années, quand on a vu comment il a commencé à glisser, les églises ont commencé à se vider. Donc, vous dites, si en Asie, vous avez déjà les conservateurs, en Afrique, les conservateurs, en Europe, les conservateurs, ça veut dire, quelque part, si nous avions un pape africain, même s'il y aura un autre pape, mais là, je crois que le pape africain a plus de garantie, cette fois-ci, d'être que la flamme blanche soit pour elle. Merci. Vous me permettez d'ajouter aussi quelque chose. Merci. Mais en quelques secondes, parce que vous avez semblé traîner le débat dans certains trucs là, parce qu'on n'est pas en train de faire un jugement du pape François. On n'est pas en train de dire qu'il a mal agi, mais l'on fait des constats. C'est Oui. ça qu'il veut corriger, effectivement. Oui, allons-y. Très rapidement, parce qu'on est en fin d'émission. Oui, il faut savoir ici que nous vivons dans une société où on a la liberté de penser. On dit ce qu'on pense sans toutefois juger quelqu'un. Donc, et puis, on dit aussi, c'est le développement de la pensée nous permet de dire ça. Bon, je dis que le pape François a mis l'accent, n'est-ce pas, dès le début de son pontificat, sur les pauvres, n'est-ce pas, sur les migrants, sur les malades, sur les personnes marginalisées. Donc, c'était un premier geste emblématique qui est très bien. Voilà. Et puis, il est aujourd'hui reconnu comme un réformateur pour l'église des pauvres. Ouais, il a engagé de grandes réformes en faveur toujours de la transparence et de l'efficacité. Donc, c'est un nom aussi, c'est aussi un défenseur de l'environnement. Donc, il faut que je quitte sur cette vision-là. Non seulement c'est un pape que j'aimais,
j'aimais beaucoup, que j'ai prié pour lui le jour de sa mort et que je continuerai toujours à prier. Donc, vraiment, paix à son âme. On n'est pas là pour juger, mais on fait une réflexion intellectuelle sur les questions de la spiritualité. Tout à fait. Voilà. Avec la projection. Non, non. Des encycliques qui vont rester dans l'histoire. Vous avez été compris. Vous avez été compris, Calvin. C'est pour ça. C'est pour ça que. C'est pour ça que je précisais que ce n'est pas un tribunal, mais vous savez aussi que c'est la reconnaissance des faits. Parce que les faits sont sacrés dans le domaine où nous sommes et les commentaires sont libres. Vous savez aussi qu'il y avait des pauvres à Sodome et Gomorre, mais ça n'a pas fait en sorte que Dieu ne détruise pas Sodome et Gomorre. On va certainement y revenir. Président Yangodjon, on laisse l'affaire du pape, on va revenir, on est en train de suivre la succession. Et d'ailleurs, vous tous, vous êtes là les consultants permanents de ce grand rendez-vous d'Afrique Soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Douala? Pratiquement, un roi d'un canton est sorti pour dire non au responsable du port autonome de Douala. Oui, monsieur le directeur, c'est que après ce que vous avez dit l'autre fois, donc pour en quelques minutes, le port autonome de Douala a communiqué de l'ONPC 335 hectares. Depuis 75-77, les différents DG de l'ONPC et du port autonome de Douala ont vécu en bonne intelligence avec leurs voisins. Il y a jamais le problème, tous ont respecté les décrets qui leur employaient 337 hectares. C'est depuis la nomination de M. Cyril Ngo, qui ne respecte aucun des qui bafoue tous les décrets, que la population de Douala a commencé à souffrir. En 2022, je crois, M. Cyril Ngo s'est permis d'aller détruire un village en toute illégalité et en toute inhumanité. Éloignez le poste téléviseur parce qu'en même temps vous êtes à côté de votre télévision et quand vous parlez ça ressort ici. Allez-y. Alors, après les 5 ans, M. Senghor a jeté son évolu sur YouPoint. Et avec l'aide des forces de maintien de l'ordre, que j'appelle aujourd'hui force d'encouragement des prédateurs fonciers, policiers et gendarmes sont venus aider à démolir des constructions. Vous comprenez ça? Tout à fait. Démolir ce que des gens ont. On est dans le sujet du travail. Il y a le chômage au Cameroun. Des jeunes à peine instruits. Le canton Bel leur a donné 7525 mètres carrés. Oui. Où ils sont en train de des financements. Ils ont remblayé, monsieur le directeur. Sachez que YouPoint, c'est l'eau et la boue. Vous comprenez? Je connais Youpé, j'y suis allé à plusieurs reprises. Si vous tenez debout sur YouPoint, c'est grâce au travail de ces gens. Donc pendant 10 à 15 ans, ces pauvres qui n'ont pas de quoi manger ont pu remblayer 7525 mètres carrés. Aujourd'hui, les financements vont commencer à venir parce qu'ils veulent faire dans la pisciculture. Et c'est là que M. Coco Michaud, DG Adupat, dit-il envoyé par son DG, s'est escorté par une escouade de gendarmes et policiers pour démolir ce que ces pauvres gens ont mis plus de 5 ans à construire. Parce qu'il faut au moins 15 ans pour remblayer et environ 5 ans pour acheter un conteneur et faire quelques. Alors le canton donc a été saisi et est sorti de ce compte. Il dit j'en ai marre. Le canton est donc venu là-bas récemment, je crois que c'était par pour dire au PAD que ça suffit. Il a assez laissé faire. Ils ont démoli et c'est son canton. Aujourd'hui, il semble encore aller à l'autre de son canton. Quand on arrête tous les noms venus en personne, vous voyez dans la vidéo, Oui. il a dit de tout arrêter. Nous allons proposer cette vidéo à la clôture de cette émission. Ils ont
d'abord le voir. Oui, qui vient d'abord le voir? Voilà comment ça s'est terminé. Ok. Et les agents du PAD et les gendarmes policiers se sont retirés. Bien voilà, donc c'est une affaire à suivre. Merci. Merci pour vos brillantes interventions. Hein. Je crois que là, je ne le trahis pas, vous êtes il y a tous des consultants permanents, mais je vous rappelle quand même que les débats d'Afrique Soir commencent à 19h. À 19h, quand vous avez un petit temps, à 19h30, après le flash, nous commençons la première partie du débat. Et la dernière, donc, se termine avec, comme nous sommes en train de faire depuis 20h là. Merci à Samuel Dionodor Yumbi pour, c'est quelqu'un qui milite pour un monde multipolaire, un monde où en réalité la famille doit être préservée, la dignité humaine doit être préservée. On ne sommes pas en train de dire que le pape François a piétiné cela. Il a été un pape des pauvres, un pape des malheureux, un pape des opprimés. Mais ça a glissé au niveau de cette histoire de LGBT+, tout le monde entier. En principe, la plupart des églises ont dit catégoriquement non. Et aujourd'hui, il est clair que le monde ne veut pas l'extinction de la famille humaine. Je rappelle, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est les faits qui le disent. Que la plupart des pays européens ont adopté le système de LGBT et le mariage pour tous. Ce que les pays africains, la plupart s'opposent catégoriquement. Donc, et même en Asie, même aux États-Unis, et le problème de Poutine se trouve justement aussi à ce niveau du respect des civilisations. Merci pour cette édition. On va certainement se retrouver demain. Yango John, président, merci. Merci à toi, Calvin Duary. Merci à Ben Jonas qui était avec nous. Bon, je crois que c'est un problème de réseau pour les dernières interventions. Merci à Samuel Dionodor Yumbi. Les deux sont à Yaoundé où il pleut de cordes pratiquement à Yaoundé. Merci aussi à la régie, au président directeur général qui est toujours au four au moulin pour que votre média puisse vous servir ces genres d'émissions, même s'il faut toute une soirée pour en débattre sur des problématiques très importantes. On veut toucher justement cette semaine patrons, travailleurs, tous ces espaces au Cameroun et même un peu en Afrique et dans le monde. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Rendez-vous demain sur Afrique Soir.